Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité normalien, agrégé de philosophie, éditeur de la revue La Règle du Jeu, mais aussi écrivain. Son dernier roman, Les Liens Artificiels, sorti chez Albin Michel l'année dernière, a été salué par la critique. À 26 ans aujourd'hui, Nathan Dever vient nous parler de son autobiographie spirituelle, Penser contre soi-même aux éditions Albin Michel. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05 RLA, l'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Nathan Dever. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'est très amusant de vous voir en vrai, parce que j'ai l'habitude de vous voir à la télévision, évidemment, comme beaucoup de gens qui nous écoutent très certainement. Et en fait, vous êtes très jeune, vous avez ce côté très, je dirais pas enfantin, parce que c'est pas le cas, mais quelque chose de très jeune comme ça et de très, comment pourrais-je dire, peut-être naïf, je sais pas, mais quelque chose en tout cas de très sain. Voilà, donc c'est ce qui se dégage de vous dès que je vous ai vu. Donc je me permets de vous le dire d'ores et déjà. Alors bien sûr, on va découvrir dans cette émission une règle qui est votre actualité bien sûr, mais qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vais vous demander vous-même de vous décrire, si c'est possible, en 3 mots. En 3 mots. Alors, j'aime bien votre mot de naïveté. Je pense que la naïveté est une qualité avant d'être... Oui. Avant même d'être une source de maladresse ou de décalage avec le monde, il y a aussi cette naïveté-là à croire à des idées, quelle que soit leur réalité. Donc je mettrai le mot naïf. J'espère être gentil. En tout cas, je pense que la gentillesse, qui est une valeur considérée souvent comme un peu nunuche, comme un peu facile, comme un peu illusoire et centrale, et que la vraie partition se fait souvent dans l'existence entre les gentils et les méchants, comme dit la chanson, et obsessionnel. Je suis obsessionnel pour le meilleur et pour le pire. Oui, Ouais. Ça je pense qu'on va le voir. Oui. On va le voir dans cette émission, on va voir si ça colle avec votre personnalité, mais on va démarrer par le début, toujours le début. Nathan Dever, ou devrais-je dire Nathan Nakache. Vous êtes né le 8 décembre 1997 à Paris. Vous êtes le fils d'un médecin, neurologue, Lionel Nakache, membre du comité consultatif national d'éthique, et d'une maman cadre dans le marketing, tous deux juifs d'Algérie. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors, j'ai eu une enfance, je dirais, d'abord vraiment heureuse. Enfin, mes parents sont des gens... Dans mon livre, j'ai pas voulu parler beaucoup d'eux parce qu'ils sont pudiques et moi aussi sur ce genre de questions, mais je leur consacre quand même un petit chapitre et je les décris comme des gens qui sont obsédés par le sens, qui aiment pas les rôles, qui aiment pas les postures, qui aiment pas les masques sociaux, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et donc j'ai eu cette enfance-là avec deux parents qui sont obsédés par la volonté de ne pas tricher, de ne pas se mentir, et parfois de manière même, entre guillemets, obsessionnelle. Ça, c'est je dirais en un mot. Et la deuxième chose, une enfance à la fois juive, très juive, parce que mes parents sont très juifs, à la fois, même s'ils ne sont pas orthodoxes, orthopraxes, ils ne pratiquent pas 100% toutes les lois, mais en tout cas, ils sont quand même globalement pratiquants, et puis surtout très investis dans l'étude. Et donc, j'ai eu cette enfance-là, mais en même temps, une enfance ouverte dans la cité, dans la France, dans des écoles publiques, et ces doubles cultures qu'ont beaucoup de gens dans le judaïsme français. La religion au départ, Nathan Dever, vous êtes allé la chercher tout seul, ou c'est le milieu dans lequel vous avez grandi qui vous l'a inculqué de façon plus poussive ? C'est un peu les deux. Ça veut dire que le milieu dans lequel j'ai grandi, d'abord me donnait très très envie de religion. Mes parents m'en ont toujours donné une image où la religion c'était le sens. Alors bon, tout le monde connaît ça parmi nos auditeurs, je pense, mais je vous donne un exemple bête, mais les CDR de Pessar qui durent jusqu'à plus de minuit parce que chaque micro-rite, micro-phrase, micro-passage de la Haggadah est l'occasion de commentaires pendant des heures. Mais en même temps, avec une certaine forme de frustration, c'est-à-dire que ce soit chez mes parents et que ce soit plus généralement dans le milieu dans lequel j'ai grandi, c'était un milieu où on sait bien que le judaïsme, c'est la religion de la loi, que contrairement au catholicisme, c'est pas tellement la foi qui compte, c'est la pratique, le halakha, respecter des règles, et en même temps,
on ne les pratique pas à 100%. Donc, on respecte pas totalement Shabbat, on prie pas 3 fois par jour, etc., etc., à l'exception d'une journée, qui est la journée de Kippour. Alors, il y a des juifs de Kippour, ce sont ceux qui vont à la synagogue que pour Kippour, c'est pas le cas de mes parents, mais en tout cas, la journée de Kippour, c'est la journée où on respecte le judaïsme à 1000%. Et c'est vrai que très très tôt, en fait, peut-être pas avec les mots que je vais vous dire maintenant, mais je me suis dit, j'ai envie que ma vie juive, ce soit comme Kippour, 365 jours par an, C'est ça. et que ce soit qu'il n'y ait pas cette sorte de compromis, de recherche d'équilibre dans la pratique. C'est ça. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Nathan Dever, parce que votre livre démarre quasiment par cela. Vous habitez le 16e arrondissement de Paris depuis petit et vous écrivez « Auteuil était un quartier de juifs de Kippour, c'est-à-dire des juifs sans kippa, des juifs sans accent, des juifs sans hébreu, des juifs sans Torah, des juifs sans judaïsme, bref, des juifs qui n'étaient jamais juifs. Du haut de ma petite enfance, je me fis un serment. En ce qui me concernait, je ne serais pas juif au gré de mes caprices, il me faudrait trancher, me fier à Dieu à 100% ou à 0%, mais je ne tricherai pas. » Et vous avez répondu à cette forme de promesse d'enfant, très tôt ou pas. Oui, dans les deux cas, ça veut dire que j'ai eu une première direction qui a été d'aspirer à être juif à 100%, et puis un moment de l'être, et puis ensuite, quand je dis juif religieux, je veux dire par là, et puis ensuite de m'en éloigner, mais totalement. Ça veut dire pas seulement en faisant semblant ou en gardant un rapport traditionnaliste. Et en effet, j'ai eu ces deux élans-là, mais qui sont finalement très cohérents. Ça veut dire, dans un cas comme dans l'autre, moi, ce que je ne comprends pas dans une religion, et dans le judaïsme, et je pourrais dire pareil, je pense si j'étais musulman ou catholique, c'est qu'on estime que la religion est affaire de tradition, c'est-à-dire uniquement de quelque chose qui m'a été transmis par la naissance, transmis par des vivants et puis à travers eux par des morts, et puis on respecte ça, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, et puis on le fait avec toujours une sorte de demi-mesure, et on le fait sans se dire que ça a beaucoup de sens, parce que c'est surtout une culture, c'est un folklore. Alors je caricature un peu, mais être juif, c'est, je sais pas, aller rue des Rosiers le dimanche, aimer les films de Woody Allen, faire un peu Kippour ou faire un peu Pessah, et point final, et faire un dîner le vendredi soir. Je pense qu'une religion, on doit prendre ça au sérieux. C'est pas des choses qu'on peut traiter à la légère. La religion, c'est quelque chose de sublime, c'est une immense quête de sens, et on ne peut pas transiger face à ça. Et donc c'est vrai que quand j'étais religieux, moi, je ne comprenais pas, et quand je suis devenu ensuite beaucoup plus pratiquant, par exemple, je ne comprenais vraiment pas les gens qui allaient à la synagogue à Kippour. Moi, j'y allais tous les jours, je priais 3 fois par jour. Je comprenais pas que des gens puissent venir, surtout le dernier office du soir, pour demander pardon à Dieu, tout en sachant que 10 minutes plus tard, ils allaient recommencer leur vie et qu'ils allaient reprendre toutes leurs habitudes, et que ça n'avait pas. Et donc, je voulais être dans cette cohérence-là, et en un sens, j'en suis pas sorti. Nathan Dever, vous allez alors découvrir la littérature, d'abord avec Saint-Exupéry. Vous seriez un très bon ami avec Félix Radou, d'ailleurs, je tiens à dire. Je ne sais pas si vous vous connaissez, mais ça vaudrait vraiment le coup que vous soyez amis. Viendront Mon chemin vers la philosophie ne fut pas immédiat. Mon enfance fut marquée par un autre amour, celui de la religion. Ce fut celle d'un juif qui volontairement se pliait à la loi de Dieu, qui priait 3 fois par jour, allait à la synagogue chaque matin, et qui surtout voulait devenir rabbin. Et puis vers la fin du lycée, tout s'est arrêté. À la découverte de la littérature, puis de la philosophie, j'ai été pris d'un désir vif, radical et têtu, celui de penser contre soi-même. Racontez-nous ce jour, racontez-nous ce choc. Alors, ça n'a pas été vraiment un jour ou un choc immédiat, mais il y a eu un moment... Il y a eu un saut intérieur. Oui, un saut intérieur. Je dirais qu'il a été mu par le fait que la religion, je disais, c'est une quête de sens, et il me semble quand même que c'est une quête close. Alors, il y a des religions où c'est tout à fait flagrant. Dans le catholicisme, par exemple, la question de l'existence de Dieu, c'est une religion avec dogme, le catholicisme, et donc ça fait qu'avant même de réfléchir, quand Descartes commence ses méditations métaphysiques, il sait qu'il va être obligé de démontrer que Dieu existe. Alors il ne sait pas comment, mais il sait qu'il va être obligé de tomber là-dessus à un moment, puis de démontrer l'immortalité de l'âme. Le judaïsme, c'est une religion plus ouverte, en ce sens qu'elle n'a pas de dogme, et que la question de l'existence de Dieu, d'ailleurs, n'est pas une question juive, qu'elle ne se pose jamais dans quelques penseurs juifs qui l'ont fait, mais par analogie avec la philosophie occidentale, mais c'est pas une question juive. Mais il me semble quand même que, à partir du moment où on est dans une religion, on est dans une quête close. Ça veut dire qu'on est dans une quête de sens, mais qu'on sait plus ou moins
à quoi ce sens va ressembler. Je vous donne un exemple. Quand j'étudiais avec des rabbins ou des sages formidables, leurs cours étaient passionnants, mais très souvent ça commençait sur des questions très ouvertes. Je sais pas, imaginons peut-être que la Torah n'a pas été écrite par Dieu, mais qu'elle a été écrite par des hommes, ou imaginons peut-être que Dieu n'existe, enfin des questions comme ça ouvertes, mais plus le cours avançait, et plus on retombait sur nos pattes. Et finalement la conclusion c'est, mais il faut rester juif, il faut écouter Dieu, il faut rien changer de pratique, et donc il y a quand même quelque chose qui est presque, entre guillemets, prédonné, qui est donné, qu'on ne doit pas remettre en question. Et dès lors que j'ai eu le sentiment de ça, alors ça a pris, ça s'est pas fait en 10 minutes, c'est pas un choc qui a eu lieu comme ça en une journée précise, mais je m'en suis éloigné. Nathan Dever, je dirai ce que je veux vous dire juste après. Votre livre démarre alors que vous êtes professeur de philosophie, avec cette grande question qui sans doute vous habite toujours et qui est sans doute la question que vous posez à chaque fois dans vos cours en début d'année. Pourquoi la philosophie ? Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qu'on vous répond souvent ? Là, on voit dans votre livre que les réponses sont vraiment diverses et variées. Est-ce qu'il y a une réponse donnée ? En tout cas, peut-être pourquoi la vôtre ? Alors, c'est vrai, vous avez raison. Moi, je commence tous mes cours en posant cette question, enfin, les cours de début d'année. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, alors bon, il arrive qu'il y ait des gens qui fassent de la philosophie sans trop savoir ce qui les a amenés là et qui soient juste dans une sorte de rapport livresque. Par exemple, on me réponde, moi j'ai voulu faire de la philosophie parce que j'ai lu Descartes et que ça m'a donné envie de continuer, ou Nietzsche, ou je ne sais quoi. Mais très souvent, ce qui est intéressant, en tout cas dans l'université où je suis, à Bordeaux, c'est que les étudiants donnent des réponses qui sont extrêmement incarnées en fait. Et que c'est des réponses, moi j'ai envie de faire du cinéma. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que je n'arriverai pas à écrire des scénarios si j'ai pas commencé par avoir une vraie interrogation profonde. Ou moi, j'ai envie de devenir humoriste et j'ai envie de comprendre pourquoi l'être humain est ridicule. Et seule la philosophie peut m'y amener. Quelqu'un qui veut faire de la politique, mais au sens noble du terme, pas pour avoir des postes, mais qui se dit, voilà, je peux pas commencer à m'engager dans la cité si avant j'ai pas réfléchi à ce que c'est que le bien, etc., etc. En fait, c'est des quêtes. Et des quêtes de sens, des quêtes incarnées. Et ça me semble central. Et moi, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je sais ce qui m'a amené à vouloir faire de la philosophie. Je sais pas du tout où ça m'amènera, et j'ai le temps, et vous l'avez dit, je suis jeune, et je suis au début. Mais il me semble que la philosophie, c'est avant tout une affaire de corps, mais de corps au sens très large du terme. Ça veut dire que c'est pas une question purement abstraite, d'esprit rationnel, logique, scientifique. Non, non, c'est l'histoire d'un corps, avec les hasards de ce corps, avec les désirs de ce corps, avec les angoisses de ce corps, avec ses aventures, avec son historique, et que la philosophie, c'est la volonté de transformer son existence en voyage. C'est-à-dire aussi la possibilité de se dire, je vais en inventer la destination. Une vie non philosophique, c'est une vie qui estimerait que la destination de nos vies, elle est livrée dès la naissance, qu'elle est livrée avec notre identité, et que donc il n'y a rien à faire à part se laisser presque exister. L'existence philosophique, c'est la volonté de se réapproprier tout cela. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre à la première personne. Nathan Dever, est-ce que finalement la philosophie, ce n'est pas l'excuse de la liberté ? C'est-à-dire l'excuse de la liberté ? La volonté de la liberté. Se dire, je veux ma liberté, et donc je pars de la religion quelque part pour me dire que bien la philosophie est plus forte. Mais finalement, l'excuse, c'est la liberté. Ah oui, pardon, j'avais pas compris. Alors, dans mon cas, en tout cas, je pense pas. Parce que, alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté la religion, entre guillemets, par la tentation. Parce qu'ils avaient envie de manger plus librement, d'avoir des aventures amoureuses, sexuelles, enfin, de vivre en gros sans être entravé tout le temps par plein de lois. Moi, ça n'a pas, mais alors pas du tout été mon cas. Et si quelque chose, quand j'ai cessé d'être religieux, le fait de respecter une loi m'a manqué. Parce que ça donne un cadre. Mais c'est ce que vous dites. Vous dites, j'ai perdu un certain bonheur qui me rendait très heureux. Bien sûr. Et vous dites, tout futur rabbin que j'étais, je vivais comme Titeuf. Et ça m'a fait rire. Oui, ça c'est avant. C'est quand j'avais cette enfin, c'est vrai que moi très tôt, je savais que je voulais devenir rabbin. Enfin, je pensais en tout cas où je voulais devenir rabbin, et tout en conciliant ça avec évidemment une enfance et puis une adolescence entre guillemets normale, enfin surtout dans une école publique, oui. Vous avez dit aussi, je ne me suis jamais sentie aussi seule que lors du mois qui suivit ma rupture avec la religion, mes préjugés, ma vie, mon identité. N'avais-je pas tout quitté pour la philosophie ? Est-ce que vous l'avez gardé pour vous longtemps, ce désir, ou vous l'avez formalisé très vite et vous avez dit, bon bah finalement,
j'arrête la religion, et qu'ont dit vos parents, qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'imagine qu'il y a un avant et un après, et ça c'est assez limité, assez fixe. Voilà. Oui. Je l'ai gardé un petit temps en moi. Enfin, j'étais dans une synagogue formidable qui s'appelle l'Egno, qui était la synagogue notamment de Lévinas, après lui de Armand Bécassis. Vous en etc. parlez dans votre livre. Oui, j'en parle beaucoup dans mon livre. Et quand j'ai commencé à avoir un désir de philosophie, au début, tout ça était totalement concilié avec le fait de continuer à pratiquer le judaïsme, à faire même, quand je faisais des discours, le Shabbat, je faisais un mélange, une synthèse de l'esprit juif, du Talmud, etc. Et puis de références philosophiques, et tout se passait très bien, c'était très équilibré. Et quand, en effet, je me suis vraiment éloigné de la religion, ça a été très dur, parce que le mot de Nietzsche, Dieu est mort, c'est pas seulement quelque chose d'abstrait, c'est pas seulement une phrase dans un texte, c'est quelque chose qu'on éprouve même. Je reviens encore une fois dans son corps, enfin en tout cas dans sa vie réelle. C'est le monde qui perd ses couleurs, c'est le monde qui perd sa signification, c'est le monde qui perd de sa poésie, c'est toutes les actions qui deviennent possibles. Si Dieu est mort, plus rien n'a de sens en soi, donc on peut devenir absolument n'importe quoi, toutes les voies sont ouvertes. Donc c'est une expérience terrible, vertigineuse, de liberté, mais de la liberté dans son angoisse, dans son aspect le plus angoissant. C'est pour ça que c'était, quand vous me demandiez si c'est l'excuse de la liberté, je pense pas, parce que moi c'est vraiment pas ça qui m'attirait en soi dans la philosophie. C'était les questions plus que les réponses. C'était les questions plus que les réponses, oui. C'est aussi un rabbin, ou la multiplication de plusieurs d'entre eux qui vous a ouvert les yeux sur le fait que peut-être vous n'étiez pas forcément destiné à devenir rabbin. Et ça, c'est plutôt rare quand même. Quelqu'un qui vous dit, la religion, c'est peut-être un peu moins pour toi que ce que tu pensais. Oui, alors, dans mon livre, c'est la seule élément vraiment fictif, qui est un personnage que j'ai appelé le Rav Kotmel, qui n'existe pas, mais qui est la synthèse de tous les rabbins ou pas rabbins, d'ailleurs sages, avec qui j'ai pu étudier la Torah, le Talmud. Et je dirais quand même que ce que j'ai voulu raconter à travers lui, c'est la merveille de la pensée juive, et la merveille aussi d'un certain judaïsme français, qui est à la fois très exigeant sur le judaïsme. C'est tout ce qui a suivi l'école d'Orsay, c'est tout ce qui a suivi l'héritage. Moi, j'ai pas connu ces gens-là, mais qui étaient des légendes, des Manitou, des André Neher, des Lévinas, etc. Mais toute cette exigence vraiment de voir que le Talmud, ça pense tout autant qu'une philosophie. En même temps, un rapport très orthopraxique, enfin orthodoxe, on dit, mais le mot est mal choisi, mais d'une vraie pratique de la religion, et une ouverture. Et il y a quand même cette magie dans le judaïsme français, que d'avoir... Je me souviens, quand j'étais petit, chez ma grand-mère, il y avait un livre du rabbin Gilles Bernheim qui s'appelait le rabbin dans la cité. Et c'est quand même cette idée, et j'aimais beaucoup ce titre, la tranche, je la revois dans la bibliothèque, et c'est cet idéal-là, d'être un vrai rabbin, mais totalement ouvert dans la cité. Et c'est ce qui me plaisait chez ce personnage du Rav Kotmel, mais qui correspond à des gens que j'ai vraiment connus. Et ensuite, non, je dirais que ces gens-là, c'était avant tout des gens qui me donnaient envie d'être rabbin, et qui fait que c'est vraiment une voie dans laquelle je pense que j'aurais été très heureux. Vous pensez que vous auriez été très heureux ? Ah oui, je pense que j'aurais été un rabbin très heureux, vraiment, oui. Il y a un regret ? Non, c'est pas un regret, mais c'est... un questionnement encore. La comparaison que je ferais, c'est comme si vous avez vécu longtemps en couple avec quelqu'un, que vous quittez cette personne. Alors il y a des gens qui adorent cracher sur leur ex, dire oh là là, il ou elle était haïssable, détestable, j'ai vécu un cauchemar avec elle. Alors parfois c'est vrai, mais je trouve que c'est pas une très belle attitude à avoir face à ses ex, et qu'il faut au contraire estimer que si à un moment on a vécu avec des gens, ou avec des religions, ou avec des idées, ne pas avoir cette volonté de vivre les ruptures de manière guerrière, et au contraire de les évoquer avec tendresse. Donc c'est plutôt avec tendresse, et de ne pas salir l'image de ce qu'on a vécu, parce qu'on y a forcément participé. Bien sûr. Je reconnais. Vous allez alors faire des études à Normal Sup, vous obtenez une agrégation de philosophie, vous enseignez à la fac de philo de Bordeaux, vous éditez la revue de BHL La Règle du Jour, on en parlera certainement dans un instant. On vous aperçoit chez Pascal Praud, Michel Drucker, ou encore LCP, Arte, ou encore Le Figaro. À 26 ans aujourd'hui, vous êtes un des visages forts de plateaux de télé, notamment sur CNews, où vous êtes sollicité quotidiennement pour votre regard sur l'actualité. Comment vous êtes arrivé là, Nathan Dever ? À la télévision. Quand j'ai écrit mes premiers livres, j'ai été reçu
pour inviter sur mes livres. Et puis on m'a proposé très vite de revenir pour commenter l'actualité et pas seulement pour mes livres. Et moi, j'ai voulu le faire pour une raison simple, c'est que je pense qu'aujourd'hui, dans le monde intellectuel, il y a une cassure, un schisme qui est dangereux entre les intellectuels dits médiatiques et les intellectuels dits académiques. Et que c'est très très dangereux d'avoir cette scission-là pour les deux côtés. Et donc il me semble très important d'essayer de créer un pont entre ces deux univers. C'est ce que vous dites, le débat public est agité de fausses questions qu'aucun universitaire ne se pose et qui n'ont pas de sens. Et en effet, c'est peut-être intéressant de voir qu'on peut créer ce pont entre l'université et la télévision pour essayer de donner un petit peu plus de recul à tout ça. Vous avez parlé de vos livres, Généalogie de la religion. Ensuite, il y a eu Ciel et Terre, Espace Fumeur, les liens artificiels sélectionnés au concours des lycéens. Et vous venez donc de sortir ce livre dont nous parlons depuis tout à l'heure, Penser contre soi-même, aux éditions Albin Michel. Et je me suis beaucoup interrogée sur le titre du livre. Penser contre soi-même, penser contre son éducation, son instinct, ses croyances. C'est un peu tout ça, ce que vous avez voulu dire. Oui, exactement. C'est de se dire que fondamentalement, une identité ne pense pas. Personne n'a choisi son identité, personne n'a choisi de naître là où nous sommes nés, dans tel milieu social, avec tel ou tel conditionnement, et que en fait, la plupart du temps, ce que nous croyons penser, n'est que le fruit de tous ces conditionnements-là qui nous ont manipulés sans qu'on n'y puisse rien. Et donc, cette idée d'essayer de ne pas vouloir être la marionnette intellectuelle de son identité. Très souvent, les gens, enfin moi le premier, tout le monde, c'est pas une critique, c'est un constat. Quand nous pensons, ce que nous pensons est uniquement le reflet de la position que nous occupons dans l'existence et surtout de notre naissance, de notre point de départ. Donc penser contre soi-même, c'est ça, c'est d'essayer de se déprendre de cette logique-là et donc d'essayer de s'inscrire en faux contre l'idée que nous serions uniquement manipulés par notre point d'arrivée sur Terre. Nathan Dever, c'est un livre puissant, un livre intense avec sa poésie, mais aussi sa violence. Votre récit s'ouvre avec une scène étonnante que j'ai beaucoup aimé lire. Vous êtes installé dans une chambre d'hôtel bordelaise, vous venez pour donner un cours et vous entendez une femme qui chante et prie en hébreu à votre fenêtre. C'est Kippour, la fête du grand pardon, et vous dites même les marginaux de la communauté célèbrent Kippour, et vous comprenez alors que cette date ne signifie alors plus rien pour vous. Nathan Dever, moi je vois des signes partout. Est-ce qu'avec ce recul en tout cas, vous pensez que Kippour reviendra un jour à vous ? Ah, peut-être, j'en sais inversement. Rien. Peut-être. Le principe de penser contre soi-même, c'est de jamais vouloir s'arrêter et de jamais vouloir estimer qu'on a la version définitive de soi-même, donc je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Merci Nathan Dever. On continue cette émission avec vous. Nathan Dever pour son livre Penser contre soi-même aux éditions Albin Michel en librairie depuis le 4 janvier. Dans un instant, on poursuit cette émission avec mon chroniqueur Corentin Le Guinadjar, mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour à tous. Au 97e jour de guerre en Israël, le Hezbollah affirme avoir mené 5 attaques sur le nord du pays. Aujourd'hui, les villes de Methoula, d'Iftar, d'Adamit et de Malkiya ont notamment été visées. Aucune victime n'est à déplorer. Alors que le procès intenté par l'Afrique du Sud contre l'État hébreu pour génocide s'est ouvert ce matin devant la Cour internationale de justice, Washington soutient son allié Israël et estime que les accusations formulées par Pretoria sont sans fondement. Je cite: en fait, ce sont ceux qui attaquent violemment Israël qui continuent d'appeler ouvertement à l'anéantissement du pays et au massacre des Juifs. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du département d'État Matthew Miller. Le chef de la diplomatie américaine est aujourd'hui en Égypte. C'est la dernière étape de sa tournée moyenne-orientale entamée le week-end dernier. Anthony Blinken s'est exprimé depuis le Caire. Selon lui, un rapprochement entre Israël et les pays arabes serait le meilleur moyen d'isoler l'Iran. Enfin, en France, la composition du gouvernement de Gabriel Attal se fait encore attendre. Le nouveau Premier ministre continue ses consultations et reçoit les syndicats, le patronat et les associations d'élus à Matignon dans la journée.
Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Nathan Dever et mon chroniqueur Corentin Le Guinadjar sur Radio J. Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Nathan Dever, pour son livre Penser contre soi-même aux éditions Albin Michel en librairie depuis le 4 janvier. Dans cette partie d'émission, Nathan, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, c'est parti. C'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle et bonjour Nathan Dever, enchanté. Alors cette chronique, dans celle-ci j'aime bien dire qu'on se prête à un voyage dans la tête de notre invité du jour pour faire la découverte d'un florilège de ses goûts culturels. Ce voyage, donc, on va le faire avec vous aujourd'hui. On va le commencer en lecture. On va d'abord retrouver une Abnous Shalmani qui, entre deux chroniques à LCI et à l'Express, se remet dans la peau de l'écrivaine qu'elle est. Elle qui vient de sortir un nouveau roman hier aux éditions Grasset. C'est tout frais, ça s'appelle J'ai péché, péché dans le plaisir. C'est donc un des livres qui vous intéresse pour ce début d'année, Nathan. Avec son nouveau roman, la journaliste nous expose un regard croisé de deux poétesses. D'un côté, on retrouve l'iranienne Forough Farrokhzad et de l'autre, la française Marie de Régnier. C'est alors l'occasion de mettre un petit peu en lumière les vies assez extraordinaires de ces deux femmes. Ces femmes, là où leur destin se croise d'ailleurs, c'est sur le chemin de la liberté. Et c'est sûr, il faut quand même le rappeler, Marie et Forough, elles ne vivaient pas à des époques forcément faciles pour les femmes. Et c'est là d'ailleurs toute la force de leur caractère finalement assez commun, de jamais se placer en victime, mais plutôt en femmes complètement souveraines de leurs désirs. Et c'est justement sous cet angle qu'Abnous Shalmani les confronte. Le tableau est le même en fait, mais dans un décor différent. Il y a celui des hommes autoritaires à turban de Téhéran et celui des bourgeois parisiens misogynes du 19e siècle. Bien sûr, ce tableau-là, il fait surtout d'une certaine façon écho à une partie de l'actualité en Iran avec la répression violente des femmes. Et tout ça d'ailleurs, c'est d'autant plus marquant que ça évoque des souvenirs à Abnous Shalmani directement. Nous sommes en 1985 pour ce flashback. Boucle d'or, comme on la surnommera plus tard, parfois en plateau télé, elle n'a que 8 ans à ce moment-là, elle s'apprête à fuir avec sa famille l'Iran des Mollahs. Le pays est juste devenu un lieu de terreur depuis la révolution islamique de 1979. Cette révolution, on le rappelle, qui a notamment rendu le voile obligatoire pour toutes les femmes, et désormais la moindre personne qui s'oppose au régime en place, eh bien, elle finit exécutée. Du coup, du côté de ses parents, des intellectuels assez progressistes et plutôt laïcs, on ne se reconnaît pas du tout dans ce monde-là, évidemment. Alors, toute la famille décide de mettre les voiles cette année-là de 1985 pour aller s'installer en France et espérer avoir une vie bien meilleure sur le plan des libertés. Alors, Abnous Shalmani, elle aura vu évidemment sa terre natale se transformer avec ses yeux de jeune enfant. Et elle n'a jamais pour autant oublié le sentiment de terreur et de tristesse que ça lui évoque. Dans ce qu'elle a cultivé avec le temps, il y a bien sûr l'héritage familial, très important, auquel elle a pu en quelque sorte rendre hommage cette année, puisque c'est elle qui avait été choisie comme présidente du jury pour le prix de la laïcité. Et son discours d'ailleurs avait été assez remarqué. J'imagine que, en tout cas, ça vous a marqué aussi, Nathan Dever. Pourquoi ce livre-là ? Oui, bah merci, c'était très beau ce que vous avez dit sur son parcours. C'est un livre extraordinaire, J'ai péché, péché dans le plaisir, qui est une réflexion vraiment très fine sur le lien intrinsèque qui existe entre la littérature et la liberté.
Et en effet, ça raconte ce destin croisé de Farrokhzad, poétesse iranienne avant la révolution de 79, qui tombe amoureuse, tombe amoureuse. Elle a une relation avec un jeune Iranien qui lui traduit des poèmes, et notamment des poèmes de Pierre Louis, et qui l'initie à toute cette littérature-là. Et donc ça la plonge dans un voyage mental, dans toute une Europe, qui est une Europe de la chair, qui est une Europe de la poésie, qui est une Europe de la liberté. Et il y avait vraiment dans ce roman, mais ce que j'en dis, parce qu'il faudrait aussi parler de son style, mais qu'un style ne se décrit pas, mais c'est un roman que j'ai trouvé extrêmement fin, extrêmement beau, et un très très bel hommage en fait à l'Iran qui est en train de se réveiller aujourd'hui, qui est l'Iran qui a disparu depuis 40 ans et qui aujourd'hui est en train, avec l'héroïsme absolu de toutes ces femmes qui défilent, qui se font tuer, qui se font arrêter. C'est un roman vraiment que je recommande vivement. Ouais. Et j'embrasse au passage Mona Jafarian, président de l'association Femmes Azadi. On a pu recevoir ici il y a quelques Exactement. semaines. On va continuer en musique ce voyage dans les goûts culturels de Nathan Dever avec Jean-Sébastien Bach. Ah, Cyrielle Bach, vous savez, l'illustre compositeur et musicien allemand. Je ne vais pas vous refaire son CV parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais on s'apprête à parler là d'une de ses pièces en particulier, une pièce classique assez unique, et c'est peu dire en réalité. On parle là de l'œuvre inachevée de Jean-Sébastien Bach, qui sera complétée à plusieurs reprises, remaniée, réinterprétée dans le temps. Je parle bien sûr de l'art de la fugue. On va s'écouter un extrait. Flashback, on se retrouve au début des années 1740, À ce moment-là, Bach, c'est un compositeur accompli. Il vient de décider d'arrêter ses activités de cantor à l'église. Un cantor, vous voyez ce que c'est, Nathan Dever ? Oui. Bon, je vais faire la petite parenthèse très rapidement. C'est une sorte de chef de chœur assez important pour une chorale, puisque c'est lui qui supervise tout, le chant, la symphonie, la composition. Et d'ailleurs, ça lui avait, pour la petite anecdote, valu le surnom notamment de cantor de Leipzig pendant ces grandes années. Mais tout ça, c'est derrière lui, c'est terminé. Ce Bach, alors il limite plutôt sa production maintenant à de la musique instrumentale, et parmi elles il va commencer donc à composer ce qu'on est en train d'écouter, l'art de la fugue. Le voilà avec un premier brouillon aux alentours de 1742. Enfin, je dis brouillon, mais pour un compositeur comme lui, ça ressemble pas nécessairement à ce qu'on a en tête quand on pense à un brouillon. Sa première version, donc, il la met au propre vers 1745. Année d'ailleurs où il commencera à perdre la vue aussi, pour la petite anecdote, et il va continuer à perfectionner sa composition jusqu'à même ses derniers jours en 1750. Alors, cette version, je crois qu'il est temps d'en parler un petit peu plus en détail, parce qu'avec le temps, certains experts vont noter les petites signatures qu'a laissé Bach. Je trouvais ça intéressant avec un exemple en particulier assez amusant. C'est pas évident, mais je vais essayer d'être clair et concis assez rapidement. Imaginez qu'on attribue un chiffre à chaque lettre du nom de famille de Jean-Sébastien Bach, donc Bach, en fonction de sa position dans l'alphabet. Donc Bach, ça donnerait le B qui est la deuxième lettre de l'alphabet, le A la première, le C la troisième et le H la huitième. 2, 1, 3, 8. Pour l'instant, ça va, tout le monde dessus. Très bien. Bon, c'est sûr que ce serait bien si j'avais un gros tableau pour vous expliquer ça avec des schémas etc. Mais Non, c'est un peu bon, compliqué pour les auditeurs. Bref, eh bien, donc ces 4 chiffres, si on les utilise pour lire les notes de musique dans le système de notation allemand qui est basé sur les chiffres, ça donne si bémol, la, do, si bécard. Et ces 4 notes, elles sont pas là par hasard. En fait, Bach va les glisser régulièrement dans sa compo. C'est donc un peu ce qui fera la petite suite de notes récurrentes dans l'art de la fugue, et par la même occasion, la petite signature de Bach. Ouais. La toute première version de l'art de la fugue, au total, c'est 12 fugues et 4 canons. Vous, Nathan Dever, quelle partie incarne pour vous la cerise sur le gâteau, si j'ose le dire ainsi ? C'est incroyable, je connaissais pas du tout cette Non, histoire de c'est fou, de la signature. C'est C'est génial. une sacrée... Pour moi, c'est la première. C'est l'art de la fugue. Alors, l'art de la fugue, ça a réputation d'être une musique que personne n'écoute comme ça pour le plaisir. Mais Sauf des mordus de la musique classique. Oui, et puis même, ça n'a pas l'air d'être très expressif, et au contraire, c'est associé à une musique très rigoureuse, c'est le contrepoint, c'est une musique presque mathématique. Mais moi, le matin, quand je me mets à un travail, surtout en philosophie, que ça demande la rigueur, j'écoute Bach, et ça clarifie en fait l'esprit. C'est vraiment la musique. Et pour autant, c'est très expressif, Bach. Et même l'art de la... Parce que, évidemment, il a fait des choses... La Passion selon saint Matthieu, les cantates, etc. Tout ça est beaucoup plus lyrique, tout ça est beaucoup plus émouvant. L'art de la fugue, ça a l'air d'être presque quelque chose qui serait presque des exercices, des manuels pour pianistes débutants qui doivent s'entraîner. Mais cette émotion, elle est cachée, ce lyrisme est caché derrière une rigueur absolue. Et peut-être que c'est ça l'école de l'art, de la littérature et de la philosophie. C'est commencer par la rigueur, commencer par la clarté, commencer entre guillemets
par ce qui est le plus chiant, par ce qui est le plus rebutant. Et c'est à partir de là qu'on s'élève vers quelque chose qui est personnel et qui est émouvant ou ému. Je pense que Bach aurait beaucoup aimé cette analyse Et d'ailleurs. oui, il aurait aimé. Et puis j'en profite pour dire qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui opèrent sur la musique classique. Ah, je sais. Et oui, on poursuit toujours en musique, mais avec une recommandation pour vous, Nathan Dever. Alors je dirais que c'est pas forcément évident de trouver une musique susceptible de plaire à un invité quand on connaît pas forcément toutes ses appétences musicales, mais j'ai voulu tenter quand même quelque chose et trouver une musique pour essayer de faire écho à l'un de vos ouvrages qui s'appelle Les liens artificiels. Cyril, vous en avez parlé aussi en début d'émission. Ouvrage que vous avez sorti donc en 2022 et dans lequel vous explorez beaucoup les frontières entre virtuel et réalité. Je sais pas si vous accrochez avec la musique de Calogero en général. Je connais pas très bien. Pas très bien. En fait, en 2008, il a sorti une chanson intitulée Pomme C. On va s'en écouter un extrait, ça donne ça. C'est un homme et une femme, et c'est tout un programme à ciel artificiel. Pomme C, c'est une chanson écrite par la chanteuse Zazie et composée donc par Calogero. Le titre fait bien sûr référence à un raccourci de clavier sur les ordinateurs Mac de chez Apple, l'action de copier donc en fait. On peut voir d'ailleurs plusieurs fois dans le clip des ordinateurs de la marque et même entendre la voix de l'un des ordinateurs en anglais à un moment donné. Ce symbole de l'ordinateur, bien sûr, il est pas là par hasard puisque les paroles décrivent un narrateur absorbé par la connexion numérique avec quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré physiquement. Dans la chanson, l'accent est mis sur le côté artificiel, programmé, éphémère. Et c'est une façon assez originale de mettre le doigt sur l'un des enjeux technologiques du 21e siècle, à savoir les relations virtuelles et les conséquences qu'elles peuvent avoir au long terme. On va terminer ce voyage culturel avec une dernière suggestion, mais cette fois-ci côté cinéma. Nathan, on sait que vous avez été marqué par la série Fauda, comme beaucoup. Hélas, vous vous en doutez, on l'a beaucoup évoqué et Cyrielle m'aurait beaucoup tapé sur les doigts si j'avais décidé d'en parler encore. Donc je vais tenter autre chose, je vais vous proposer... je vais d'ailleurs à nouveau évoquer l'un de vos ouvrages. Cette fois-ci, c'est celui pour lequel on vous reçoit aujourd'hui dans l'émission, Penser contre soi-même. On en a parlé bien sûr et vous racontez notamment comment vous avez été amené à prendre un autre chemin que la religion, chemin qui est la philosophie, puisqu'en l'occurrence vous destiniez au départ plutôt à devenir rabbin. Eh bien, cette réflexion, d'une certaine façon, ça m'a fait penser à un film qui est sorti en début d'année 2023, en janvier. De Stéphane Fraisse. Exactement, ça s'appelle Tu choisiras la vie. Vous en avez entendu parler ? Non. Ah Vous non. devriez le voir. Ah Pas bah, du tout. merci. Écoutez, on va C'est une déjà très se bonne mettre, recommandation. on va se mettre la bande-annonce et puis on va en parler. C'est bon d'être de retour chez toi, Elio. Entrez. Non, je peux pas. Je peux pas entrer chez un homme qui n'est pas mon mari. Enfin, je suis pas mariée. Ici, on dit que c'est comme de petites fées dans l'air. Croyez aux fées. Vous croyez bien Dieu. C'était pas à moi de gérer cette terre. Il faut être un peu crétin. Crétin, non. Juste esclave. Je me sens si loin d'eux. Chaque prière me brûle la bouche. J'admire la rigueur de votre monde. Vous avez aucune idée de ce que c'est, mon monde. Tu choisiras la vie, c'est un film dramatique franco-italien, vous l'avez dit Cyrielle, du réalisateur Stéphane Fraisse. On se retrouve dans une famille juive orthodoxe qui a un petit rituel. Toute la famille se rend chaque année dans une ferme du sud de l'Italie pour une mission sacrée, la récolte des cédras qui sont très utilisés pour célébrer notamment la fête juive de Sukkot. Sukkot, pardon. Excusez-moi. Et au cœur de la famille, on trouve la jeune Esther, incarnée par l'actrice Lou Delage. Elle va rapidement se retrouver bouleversée et remettre progressivement en cause la place du cadre religieux dans sa vie. Mais le film questionne surtout beaucoup l'empêchement, la part du choix et le déterminisme en fait dans notre vie. Donc finalement, il a une portée bien plus philosophique que spirituelle par ces questionnements et c'est pour ça que je voulais l'évoquer avec vous aujourd'hui. Ah bah merci, bah je le verrai. C'est vraiment un film que je vous recommande, qui est en tout cas dans votre état d'esprit, donc ça colle parfaitement. Merci beaucoup, Corentin. Merci. Il y a aussi un film dont vous vouliez nous parler particulièrement, Nathan Dever, produit par votre revue sur le 7 octobre qui sort ce dimanche. Dites-nous tout. Oui, exactement, c'est un film qui a été réalisé par Anaëlle Maman, qui est par ailleurs ma compagne, mais je le recommande pas du tout pour ça, qui sort le dimanche prochain, donc sur le site de la règle du jeu, et qui s'appelle Israël de la mort à la vie, et qu'elle est allée tourner après le 7 octobre, donc en Israël, dans un double objectif, à la fois de témoigner des traces de cette journée de Shoah, comme elle est définie dans le film, donc d'aller dans les villages, de voir les maisons détruites, de voir les blessés du festival de Nova, etc., etc. Et en même temps, d'essayer de montrer l'état actuel de la société israélienne
à la fois dans son aspect évidemment de société traumatisée, de société qui s'est pris quelque chose qui était de l'ordre de l'inconcevable et qui n'arrive pas à le digérer, et aussi de société vivante, voire revivante, et enfin renaissante même, et trouvant peut-être là-dedans une unité qui transcende les clivages et les divisions qu'elle avait connues ces dernières années. C'est souvent pour ça aussi qu'on dit que après l'ombre vient la lumière. Oui. Donc finalement, on sent ça, cette union chez le peuple israélien et peu importe en effet la division qu'il y a eu auparavant, on voit ici aujourd'hui son unicité, quelle qu'elle soit, voilà, dans le côté très solidaire du peuple et dans la douleur et la souffrance, le fait de rester ensemble plus que jamais. Comment vous avez vécu vous, cette barbarie, Nathan Dever? Vous avez beaucoup été questionné sur les plateaux de télévision sur le sujet. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul encore une fois, et puis ce documentaire que vous avez vu, j'imagine, quel sentiment profond vous habite? Le 7 octobre, j'étais à Beyrouth. Et c'était très étrange de vivre ça depuis le Liban. Tout se passait très bien. J'étais au festival littéraire et c'était très sympathique. Et j'étais ravi de découvrir cette ville. Mais je me réveille le 7 octobre matin. Et en prenant mon café, j'ouvre mon téléphone, Twitter, les réseaux sociaux, et je vois tout de suite, il devait être 9h, 10h, je ne sais plus exactement, mais je vois tout de suite les images, et je comprends que ce n'est pas un attentat supplémentaire parmi 1000 attentats, que c'est quelque chose d'absolument énorme. Et la première réaction, ça a été de me dire, ah là, je suis du mauvais côté de la frontière, pas du tout par crainte personnelle, mais parce que y a quelque chose qui rappelle typiquement à l'identité juive, quoi qu'on en dise. Et ce qui a été le plus étrange dans la journée, c'est que donc vivre cet événement depuis le Liban, c'est-à-dire avec ce décalage-là, alors tout au long de la journée, j'ai rencontré plein de Libanais qui étaient horrifiés par l'horreur qui avait été infligée aux civils en Israël, qui avaient peur aussi de se retrouver impliqués dans ces guerres, parce que Beyrouth a vécu toutes sortes de guerres. Mais le soir, en me promenant dans la ville, sur la corniche, dans une rue qui s'appelle la rue Hamra, qui est une rue très animée, j'ai vu des gens, et des gens nombreux, qui célébraient la chose. Et donc, voir ça, le jour même, parce qu'en France, il y a eu des gens, ou en Amérique, on a vu des gens, mais là, c'était le jour même, quelques heures après, il n'y avait pas eu de riposte israélienne. Tout ce qu'on savait, c'est que des femmes s'étaient fait massacrer, des enfants, des gens brûlés vifs, ça, on le savait, il n'y avait que ça pour l'instant, et des civils qui faisaient la fête. Des civils avaient des militants du Hezbollah aussi, mais il y avait des civils qui faisaient la fête, qui se distribuaient des bonbons, qui chantaient, qui étaient joyeux, et ça, voir ça, c'était une vision traumatisante, presque plus encore que, enfin autant, mais que les images des réseaux sociaux. Donc ça m'a, ça a été, je suis pas sorti de cette situation depuis le 7 octobre. Et ensuite, je trouve que le débat public en France et dans les démocraties sur ce qui se passe depuis le 7 octobre est quand même affligeant. Il y a eu une tâche, je crois, grave de tous ceux qui ont refusé de condamner ce qui s'était passé le 7 octobre, ou tous ceux qui ont relativisé, ou tous ceux qui ont expliqué en gros que cette horreur était fondue dans le contexte qu'il avait, un contexte n'engendre jamais une horreur, mais en tout cas qu'il avait précédé. Je pense que ça, c'était une tâche énorme. Et deuxièmement, il me semble que il y a un besoin, j'en reviens à la philosophie, à la règle du jeu. On a comme projet d'organiser à Paris une grande conférence dans les mois à venir qui réunirait des philosophes israéliens, des philosophes palestiniens, des philosophes juifs et des philosophes issus du monde musulman et des pays arabes. Il me semble que c'est absolument majeur. Parce que ce à quoi on assiste, en fait, c'est une sorte de fragmentation du réel. Je ne sais pas si vous regardez sur les réseaux sociaux, si vous suivez cette guerre par les réseaux sociaux, mais quand c'est le cas, c'est horrible, parce qu'on voit bien qu'il y a des communautés qui ne vivent pas dans le même monde, qui ne vivent pas dans le même réel, comme une sorte de multivers. Chacun est dans sa bulle, chacun a accès à ses faits, et en fait, ça ne sert à rien de discuter. Regardez ce qui s'est passé quand il y a eu l'hôpital Al-Ali à Gaza, que Israël avait été accusé de l'avoir bombardé. C'était une fake news. Au bout de 2 jours, tous les médias avaient dit que c'était une fake news. Mais aujourd'hui, sur Terre, il y a plus de gens qui croient que Israël a bombardé que l'inverse. Oui. Il y en a même qui ont dit peu importe. Oui, peu importe. Mais à la limite, le plus grave, c'est les gens qui croient sciemment cela. Et donc, je vous donne un exemple. Mais on voit bien qu'on est dans un morcellement du réel et que dès lors qu'il n'y a plus de monde commun, on ne peut plus penser. Ça ne sert à rien de dialoguer, de discuter. Et ça, c'est un danger qu'on ne voit pas que avec la guerre en Israël, d'ailleurs, mais qui montre bien qu'il y a une guerre au-dessus de la guerre, une guerre dans nos esprits.
Nathan Dever, moi je pars du principe que dans la vie on ne fait pas des choix pour rien. Oui. Aujourd'hui vous êtes médiatisé, vous êtes philosophe. Est-ce que vous sentez qu'il y a un devoir, une forme de mission, que sais-je, vous verrez les signes que vous voulez voir en tout cas là-dedans. Mais dans le fait de ce traitement de l'information de notre communauté, en l'occurrence qui restera au cœur de votre sang, hein, qu'on le veuille ou non, est-ce que vous pensez que voilà, il y a une forme de mission en vous, et est-ce que vous êtes fier d'être à CNews, là où quand même on pourra dire ce qu'on voudra, et c'est une réflexion très personnelle, le traitement de l'information a été très clair. On soutient Israël, quoi qu'il arrive, ce qui n'est pas le cas des autres chaînes de télé, pour moi. C'est vrai, et je pense pas que la bonne expression soit soutenir Israël. Moi, parce que ce qui est très important, il y a plein de gens d'ailleurs qui n'aiment pas Israël, ou qui n'aiment pas ce que la politique israélienne de ces dernières années, et qui ont reconnu, heureusement, que le 7 octobre, ce qui s'était passé, était de l'ordre de l'indicible, du meurtre absolu. Et dire ça, c'est pas soutenir Israël. Et quand je dis ça, c'est pas pour avoir des pudeurs de gazelle personnellement, c'est parce qu'il faut surtout pas donner l'impression que ça doit être uniquement des pro-israéliens qui doivent avoir cette vision claire là-dessus. Et inversement, quand on aime Israël, et moi c'est mon cas, Israël est est un pays que j'aime énormément, quand on aime Israël, il faut aussi avoir une réflexion, je pense, critique sur l'état non seulement de sa politique, même de sa société. Et ça me semble très important pour deux raisons. D'abord parce que quand on aime des gens dans la vie, moi, les gens que j'aime, j'attends pas d'eux qui me disent des compliments toute la journée, sinon c'est presque une forme de haine de faire ça. Si on aime quelqu'un, il faut lui faire des reproches bienveillants. Et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, avant le 7 octobre et depuis le 7 octobre, c'est aussi un moment où Israël est un pays qui réfléchit justement sur ce que doit être son identité. Est-ce que ça doit être une identité close ? Est-ce que ça doit être une identité fermée ? Est-ce que ça doit être une identité même qui se pose en contradiction avec les fondateurs d'Israël ? Ou est-ce que ça doit être une identité qui reste profondément juive, mais qui justement est fidèle à un certain nombre de principes de la pensée juive, des textes juifs, de l'éthique juive ? Et ça, c'est une réflexion aussi qui est centrale et qui n'est peut-être pas assez présente dans le débat public. Qu'en est-il de la mission ? Et la mission, ça me semble être moi je pense que quand on intervient dans le débat public, on ne doit pas être assigné à une identité quelle qu'elle soit, et que c'est pas parce qu'on est juif qu'on doit avoir telle ou telle idée, c'est pas parce qu'on est musulman ou qu'on appartient à telle ou telle minorité qu'on doit automatiquement avoir des idées. Mais en revanche, ça doit être d'avoir une réflexion presque on pourrait dire on n'a jamais une réflexion libre, mais en tout cas une réflexion avec du recul sur son identité, et montrer notamment, moi je pense que si vous me parlez de mission, il y a une chose qui est très importante, c'est d'essayer de montrer que quelque chose comme l'identité juive est précisément une identité ouverte. Autre mission qui est centrale, donc évidemment défendre Israël contre les fake news qui visent ce pays, défendre la mémoire des civils qui ont été massacrés, qui ont été martyrisés, qui ont été suppliciés le 7 octobre, ça c'est quelque chose de central. Rappeler des évidences sur l'horreur qu'inflige le Hamas aux Palestiniens depuis 15 ans. Aussi, à plus long terme, essayer de recréer des ponts, mais ça c'est une mission collective, c'est pas moi qui vais le faire tout seul, mais entre le monde juif et le monde arabe. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce grand discours-là qui voudrait que nous soyons dans une sorte de bloc des civilisations, avec d'un côté la civilisation judéo-chrétienne, et de l'autre côté la civilisation arabo-musulmane. Je suis désolé, mais ce récit-là, c'est n'importe quoi. L'histoire judéo-arabe, c'est une histoire aussi qui a été, avant 1948, qui a connu des moments de fraternité de destin, avec évidemment des pages sombres et des pages noires que tout le monde connaît et qu'il faut rappeler, mais une fraternité de destin centrale. Et il doit se jouer quelque chose. Il me semble que la seule solution d'ailleurs à ce conflit, c'est d'essayer de réfléchir sur ce que veut dire le mot judéo-arabe. Parce que finalement, nous sommes tous, quelque part, de part et d'autre, en lien avec ce que veut dire le signifiant arabe. Et ça, c'est central. Merci Nathan Dever. Vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre experte Judith Cohen-Solal, portrait de notre invité. On fera également l'introspection, mais tout de suite une pause musicale, bien sûr. On va écouter un peu de Bach et puis la pause et le journal de l'info. Restez connectés sur Radio J.
Bonjour, Le 6-9, Ilana Ferradian. retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Aujourd'hui, c'est la guerre en Israël. En France, nous devons mener le combat contre l'antisémitisme. Nous avons besoin d'une presse juive forte. S'abonner à Actualité Juive pour 95 € par an est un acte militant. Plus Actualité Juive aura d'abonnés et plus la voix de notre communauté sera écoutée. Abonnez-vous en formule papier ou digitale sur actualitéjuive.com. Actualité Juive. Actualité Juive. L'hebdomadaire incontournable de la communauté. Actualitéjuive.com. Veldiv, le seul en scène poignant d'Alice Taglioni au Théâtre Antoine à partir des archives du mémorial de la Shoah. La première fois que j'ai porté l'étoile jaune, j'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. On entendait déjà des bruits très alarmants sur une arrestation massive des Juifs. Moi, j'avais 20 ans, j'étais gaie, en pleine santé. Enfin, la vie était belle. Veldiv, avec Alice Taglioni, mise en scène par Alex Lutz, en ce moment au Théâtre Antoine. La Fondation Kazip Kojazor a le plaisir de vous convier à son dîner de gala le lundi 5 février 2024 dans le cadre prestigieux du Pavillon Royal. Invité d'honneur, Raphaël Enthoven et le pianiste Jérémy Ababou. Avec 2 siècles d'action sociale, la Fondation Kazip Kojazor conjugue au quotidien le mot solidarité au profit de plus de 30 000 personnes démunies de notre communauté. Kazip Kojazor, 01 49 23 71 40. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour à tous. Au 97e jour de guerre en Israël, Tsahal a frappé le Liban après 10 tirs de roquettes sur le nord du pays. Parmi les cibles attaquées figuraient des bâtiments militaires et des infrastructures terroristes du Hezbollah. Tsahal a également affirmé avoir mené des tirs d'artillerie dans plusieurs zones du territoire libanais. Suite aux alertes qui ont retenti dans les régions de Kiryat Shmona et de Margaliot, une dizaine de roquettes ont été détectées. 3 ont été interceptées. Un projectile a néanmoins touché un bâtiment de Kiryat Shmona sans faire de victimes. Tsahal poursuit ses opérations dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, notamment dans les régions de Magazi et à Khan Younes. De nombreuses armes et plusieurs entrées de tunnels ont été découvertes. Pascal Sunshine. Tsahal continue donc à explorer et à neutraliser tout le dispositif souterrain du Hamas. Jusqu'à maintenant, 300 puits de tunnels ont été découverts et une centaine d'entre eux ont été détruits. Et le porte-parole de l'armée a également accompagné hier des journalistes étrangers pour leur montrer un tunnel à Khan Younes qui avait servi de cachot aux otages. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Des soldats de l'unité d'Ouvdevan ont éliminé un haut responsable du djihad islamique lors d'un raid dans le nord de la Judée-Samarie. Le terroriste identifié par les autorités sanitaires palestiniennes comme Majdi Abed al-Latif Fashfa, 37 ans, était armé selon Tsahal. L'armée israélienne affirme qu'un autre Palestinien recherché a été arrêté à Jabba. Israël passe devant la Cour internationale de justice pour répondre des accusations de génocide, accusations intentées par l'Afrique du Sud. L'audience publique consacrée à la lecture de la plainte déposée a duré 3 heures. La seconde, qui doit avoir lieu demain, sera consacrée à la présentation de la défense israélienne. Pour l'heure, Pretoria espère faire pression sur l'État hébreu afin qu'il accepte un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, notamment en rappelant le poids des frappes israéliennes sur Gaza depuis le début de la guerre. On écoute l'avocate de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Israël a soumis Gaza, ce qui a été décrit comme étant une des campagnes de bombardement les plus lourdes dans l'histoire de la guerre moderne. Les Palestiniens de Gaza sont tués par l'armement israélien et les bombardements, que ceux-ci soient aériens, terrestres ou provenant de la mer. Ils risquent également la famine, les maladies et ainsi la mort du fait du siège que
Israël a organisé de la destruction des villes palestiniennes, d'une aide insuffisante autorisée à atteindre la population palestinienne et l'impossibilité à distribuer cette maigre aide sous les bombardements incessants. C'était donc l'avocate qui représente l'Afrique du Sud devant la cour de la Haye, Adila Wassim, traduite par I24 News. Israël n'a pas encore eu l'occasion de se défendre contre les accusations de génocide portées devant l'institution, que des experts des Nations Unies se sont déjà prononcés contre l'État hébreu. Dans un tweet publié par le siège de l'ONU à Genève, le groupe de rapporteurs spéciaux indépendants ont félicité l'Afrique du Sud d'avoir rapporté l'affaire devant la Cour internationale de justice. En France, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal demandera-t-il un vote de confiance au Parlement ? C'est ce que réclame une partie de l'opposition, alors qu'Elisabeth Borne avait refusé de son côté de s'y soumettre en 2022. En attendant, le nouveau chef de l'exécutif achève la composition de son équipe, qui devrait afficher 12 à 15 ministres. Un gouvernement réduit, comme le veut une vieille promesse d'Emmanuel Macron. Après un nouvel entretien avec le président de la République, le Premier ministre a quitté l'Elysée vers 15h30 et est de retour à Matignon. Des noms de son gouvernement commencent déjà à fuiter, notamment celui de la nouvelle porte-parole Prisca Thévenot. Enfin, des collectifs féministes appellent à des rassemblements contre le vieux monde sexiste 3 semaines après le soutien apporté par Emmanuel Macron à Gérard Depardieu. Des rassemblements aujourd'hui devant les tribunaux et les préfectures de France. C'est ce que demande donc le collectif Grève féministe dans un communiqué. Des associations ont qualifié les déclarations du président de la République de crachat au visage des victimes de violences sexuelles et dénoncé une inversion de la culpabilité. Pour rappel, Gérard Depardieu est mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020. 3 plaintes ont déjà été déposées contre lui. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une petite pause, et c'est la suite de notre émission avec mon invité Nathan Dever et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17 75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale, 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Eldan, le grand loueur de voitures en Israël, apporte tout son soutien à la communauté juive de France. Même dans ces moments difficiles, les agences Eldan à travers tout le pays vous fourniront le meilleur service et les meilleurs prix. Pour réserver une voiture en Israël, c'est simple. Appelez le 01 47 70 21 25. 01 47 70 21 25. Eldan.co.il. Eldan à votre service. Am Israël Rail. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Merci d'être avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue avec notre invité aujourd'hui, Nathan Dever, pour son livre Penser contre soi-même aux éditions Albin Michel, en librairie depuis le 4 janvier. On va passer à une rubrique qu'on aime beaucoup dans cette émission, Nathan Dever. Elle s'intitule L'introspection. Et je démarre avec cette phrase d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire ça ensemble maintenant. Nathan Dever, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, vous changeriez quoi ? C'est difficile comme question. Oui, je pense que je changerais le stress. Oui, trop de stress sur le moment, sur des choses qu'on s'imagine comme des montagnes infranchissables ou et un stress qui n'a absolument pas avancé et au contraire qui empêche de vivre intensément la vie dans le présent. Je changerais ça. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? La phrase de Talleyrand,
méfiez-vous de votre premier mouvement, c'est le bon. Quel a été votre plus bel âge ? Et pourquoi ? Maintenant, je dirais. Et pourquoi ? Parce que on parlait de liberté tout à l'heure, parce que c'est le moment où je me sens le plus libre des âges que j'ai pu avoir. Y a-t-il eu une grande erreur dans votre vie ? Et si oui, potentiellement, comment vous l'avez résolue ? Je réfléchis. J'ai pas une très grande erreur en tête. Non, j'ai pas une très grande. Enfin, il y en a plein des erreurs tout le temps, mais pas une très très grande. Enfin, en tout cas, pas à laquelle je pense. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas ? Ah, plein de choses. J'aimerais beaucoup voyager plus, par exemple. Vivre à l'étranger. Quelle est la chose que vous avez faite en 2023, et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Plusieurs. Une, par exemple, visiter une prison. Ça m'a énormément marqué. Pourquoi ? Je présentais mon livre avec des détenus, et c'était une expérience absolument passionnante. J'ai des discussions extrêmement intenses, notamment avec un détenu en particulier qui m'a impressionné, qui n'était pas là pour rien, mais qui avait une densité humaine absolument captivante. Si je vous parle d'amour, Nathan Dever, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? Vivant. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi ? Alors, sur mon corps, je ferai du sport, donc ça dépend de moi. Et je me dis tous les jours que je vais le faire, mais je ne le fais pas. Et sur ma personnalité, alors même chose que tout à l'heure, être moins stressé. Ouais. Si vous étiez président de la République, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Je nommerais un vrai ministre de la Culture. Il n'y en a pas eu depuis Malraux. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Je ne sais pas, peut-être le désir de transmettre. Oui. Ça m'interroge. Je vais pas poser de questions, je vais laisser Judith Cohen-Solal prendre cette note. Juste le désir de transmettre. On revient dans un instant avec Judith. En attendant, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour. Bonjour Erella, merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Vous serez en concert à Rachy, 39 rue Broca, le 18 janvier à 20h. On va écouter Malala et on revient avec vous sur Radio J. Merci. Da da da
تشتشم وبيلو وشلام هذا انتشازما هجيا له في الاسمار ألسي بوخر هذا انتشازما هجيا انسوها C'est magnifique ce qu'on est en train d'écouter, Rella, vraiment très très beau. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On a mis du temps à se voir et on a décalé avec forcément l'actualité qui nous a un petit peu pris ce temps. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, hein, quoi qu'il arrive, on remet toujours les choses. Vous serez en concert le jeudi 18 janvier, donc à Rachy, en quintette. C'est ça. C'est important de le dire, vous serez accompagné des artistes qui vous accompagnent depuis un petit moment déjà. Oui, mes musiciens, ça fait maintenant 1 an qu'on joue ensemble. Il y a un joueur de oud et guitariste, Nazim Bakour. Il y a mon percussionniste et batteur, Lucas Daucher. Yannick Jacquet qui jouera du violoncelle, de la clarinette et qui fera des chœurs avec moi. Et Félix Boucaud à la contrebasse. Vous serez donc en concert, vous êtes en train de préparer un premier album qui s'intitule Héritage, grâce au soutien de la ville de Bagneux, je crois en tout cas, qui vous a un petit peu aidé pour ce projet. Il y a quelques titres qui sont déjà sortis. On va écouter Souvenir pendant que nous sommes en train de parler toutes les deux et puis nous aurons peut-être la chance de vous entendre a cappella. En tous les cas, vous avez une formation assez incroyable. Je vais vous laisser nous parler de cette formation-là, vous, mais en tout cas une formation qui a démarré à partir des années 2000. C'est ça, oui. Enfin, toute petite. C'est ça, la musique depuis toute petite. Depuis mes 4-5 ans, j'ai été baignée là-dedans. J'ai tout de suite joué du piano classique au conservatoire. Et petit à petit, je me suis mise à composer. C'est vraiment la création qui m'intéressait. Bien sûr, tout en travaillant les œuvres classiques, hein, c'est important. Mais la création m'a toujours intéressée et j'ai ensuite fait mes études. Je suis partie à mes 17 ans à Jérusalem. J'ai fait mes études de composition là-bas, ma licence de composition. Et ensuite, j'ai fait mon master de composition de musique de film à Berkeley, sur le campus de Valencia en Espagne. Ils ont ouvert un campus en Espagne. Et ensuite, je suis revenue à Paris pour à la fois composer de la musique pour des projets, beaucoup de musique de film, et pour développer ce projet intime qui me tient à cœur, celui de mes chansons qu'on est en train d'écouter. Qu'on est en train d'écouter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire dans votre musique ? Parce que voilà, on sent quand même un univers très particulier. On peut dire israélien, ladino. Enfin, je ne sais pas si. Aussi, comment vous définissez votre univers ? Alors, mon univers a beaucoup évolué en fonction de ce que j'ai fait dans ma vie, de mes voyages aussi, de mon parcours. Donc, au début, j'étais très influencée par la culture française. Donc, j'écoutais vraiment des artistes comme Barbara, Moustaki, Jacques Brel, et ça m'a beaucoup inspirée. Mais ensuite, j'ai vécu 6 ans à Jérusalem. J'ai fait mes études là-bas. J'ai rencontré plein de super musiciens, artistes, les cultures se mélangent et c'était extrêmement intéressant. Et c'est seulement en revenant en France que ça m'a donné envie en fait d'écrire ce que j'avais absorbé là-bas et de le mêler à ce que je faisais déjà, donc la chanson française. Et donc là, c'est ce que je fais aujourd'hui dans cet album. C'est un mélange de cultures, de racines, avec surtout du français, un peu d'hébreu. Et aussi, là, pour ce concert, j'ai commencé à ajouter du répertoire judéo-espagnol, qui ne sont pas mes chansons originales, mais c'est un répertoire magnifique que je me plais beaucoup à mêler à mon propre répertoire. Et d'ailleurs, vous m'avez proposé éventuellement une chanson a cappella. Pourquoi pas, oui. Et moi, je vous laisse faire ce que vous voulez. C'est avec un grand plaisir qu'on vous écoute en direct sur l'antenne de Radio J. Il y a Puncha Puncha, c'est ça ? Oui. Ou alors Durme Durme, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Je peux. Vous faites ce que vous voulez. Je vais vous faire Puncha Puncha. Allez. A cappella, parce que je n'ai pas. Non, d'habitude, je m'accompagne au piano, donc là, je vais le faire comme ça. Puncha, puncha, la rosa huele, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí. Presto aléjate de mí. Tú no naciste para mí.
Resto alejate de mí. Acódrate de aquella hora que yo te besaba la boca. Aquella hora ya pasó. Dolor que to al corazón. Bravo Erella, merci beaucoup. Je le dis toujours aux auditeurs, pas évident de chanter quand on est assis, diaphragme coupé comme ça. Bravo, merci beaucoup d'être notre coup de cœur aujourd'hui. On va écouter Ces Nuits, bien sûr on va venir vous voir, mais la question que je pose très souvent c'est est-ce qu'il y a besoin d'un coup de main? Est-ce que vous cherchez un tourneur? Est-ce que vous cherchez des musiciens pour vous accompagner? Je sais que vous êtes très bien accompagnés, mais voilà. Alors tout à fait, merci de me demander. Les musiciens, oui, j'ai la chance d'avoir de super musiciens à mes côtés, mais par contre en effet je vais bientôt enregistrer mon album et en effet je cherche à être entourée, une équipe, donc évidemment un tourneur. Je vais chercher aussi à signer cet album que a priori je vais produire par moi-même, mais en tout cas je vais chercher à le signer avec un label, donc c'est plutôt le créneau musique du monde, chanson française. Je serais ravie de pouvoir travailler avec une équipe. À bon entendeur, sur les réseaux sociaux on vient vous rejoindre, et si quelqu'un nous entend, et bien voilà, c'est erella.musique, ERE2LA.musique avec un C à la fin, sur Facebook et sur Instagram. On va écouter ce titre, on va se laisser bercer par Ces Nuits. Merci beaucoup en tout cas Erella de nous avoir fait découvrir votre très joli univers sur l'antenne de Radio G. Je rappelle votre concert qui n'est certainement pas le premier et pas le dernier, à Rachely 39 rue Broca, le 18 janvier à 20h. Belle écoute et on revient avec le portrait de notre invité. Merci Cyrielle. Radio J. Le portrait psychologique. Cher Nathan Dever, comme toujours à la fin de cette émission, vous parlez avec Judith, mais je vais quand même vous dire ce qui va se passer. On a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble, et donc c'est un portrait créé par Judith Cohen-Solal qui a pris beaucoup de notes, vous le voyez. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Nathan. Bonjour. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonne année, puisque c'est la reprise pour moi de l'émission. Bonne année, chère Judith. Très important. Alors, je trouve que c'est très compliqué de faire le portrait de notre invité aujourd'hui. Bah oui, parce que où tout est dit par l'auteur, puisqu'il a déjà tout dit, c'est déjà bien décrit, ou alors rien n'est dit. Mais alors, à partir de quoi vais-je pouvoir dire quelque chose? Parce que il y a quand même cette sensation que vous avez dit les trois adjectifs que vous avez choisis au début: naïf, gentil, obsessionnel. Et donc ça a l'air très très gentil, c'est vrai. C'est très. Alors on a cette idée qu'on a un bon élève comme ça, qui connaît bien sa matière, qui a avant étudié le judaïsme et maintenant la philosophie, donc le rêve. Et c'est pour ça que je disais, on a l'impression qu'un petit peu tout est dit. Et après je me suis dit bon, alors faut falloir chercher quelque chose, parce que quand même derrière tout ça, comme c'est bien dit, je trouve quand même que y a beaucoup de choses qui sont aussi dans des contradictions. Donc c'est intéressant parce que ça rend les choses complexes. Mais comme quand vous le dites, ça a l'air de couler de source et ça a l'air de s'enchaîner de manière très, très logique, très
comme ça, rationnel. Et puis finalement, c'est pas si rationnel que ça, parce que vous avez parlé beaucoup dans cette émission de pensée juive, de judaïsme, mais pour dire que c'était plus ça du tout, et que vous aviez plus choisi d'être rabbin, mais d'être philosophe. En même temps, vous étiez un petit peu rabbin quand même aujourd'hui aussi, et j'ai l'impression que ça vous habite encore. Hein. C'est là, c'est pas si tranché que ça n'en a l'air, mais par contre, oui, il y a un désir de rendre les choses tranchées. Bon, puis à la fois, pas tant que ça, vous lâchez quand même, parce que vous dites, bon, finalement, quand Cyril vous dit, vous pourriez y retourner, oui, pourquoi pas, parce que la philosophie, par définition, c'est accepter que on sait pas ce qui vient devant nous, c'est ça penser, c'est ça créer. Donc on est très content, on est avec vous. Et puis cette question de la philosophie, c'est avant tout une affaire de corps. Alors évidemment, ça vient en contradiction, parce qu'on a l'impression que c'est surtout une affaire de pensée, hein. Mais non, vous dites que c'est une affaire de corps. Mais après, on a compris que les choses, on les ressent, on les éprouve dans le corps. C'est ça que vous avez dit, que quand Dieu est mort pour vous, selon Nietzsche, quelque chose, vous avez éprouvé quelque chose dans le corps. Mais c'est vrai que quand on a un grand chagrin, et c'est pas les psys qui vont dire le contraire, il y a un vécu du corps. C'est une somatisation. Ça n'est pas juste une vision de la pensée. On n'est pas en train de se regarder, théoriser. Non, on ressent quelque chose de très fort. Et donc c'est vrai que là aussi il y avait cette complexité, cette contradiction entre le corps et l'esprit. Le philosophe qu'on attend très justement chevillé à l'esprit, qui est là devant nous dit non, on est chevillé au corps. Donc c'est quand même très intéressant. Et puis il y a cette idée de ce côté juif d'Algérie que je retrouve tellement. Alors c'est tellement ça, quoi. Alors on est juif, mais on n'est pas complètement religieux. On sait la tradition. Bon, on est au-dessus de ça quand même, parce que la pensée c'est quand même autre chose. On sait très bien être juif, puisque vous n'avez pas arrêté d'être juif, hein, de ce que j'ai vu. Vous avez arrêté d'être pratiquant, mais alors pas du tout d'être juif. Du coup, je me suis dit il y a quand même une manière d'être juif, tout en étant dans la transmission, mais pas dans la pratique, mais quand même la transmission. Alors du coup, ça revient à ce que vous disiez au début. Alors on va pas faire ça, juste aller à Kippour et juste avoir les fêtes comme si c'est ou tout, rien. Ouais, non, finalement, c'est pas tant que ça ou tout, rien. Donc c'était très sympathique là d'écouter tout ça, très intéressant. Je dois dire que j'ai écouté une partie de l'émission dans le taxi qui m'a amené ici, et le chauffeur de taxi, pas du tout juif, écoutez, il m'a dit « Il est intéressant ce monsieur, hein, mais je le connais, je l'ai déjà vu sur CNews. » Donc, parce qu'il a écouté une grande partie de l'émission avec moi. Donc, en tout cas, cet objectif de sortir d'un espace fermé, parce que ça, j'ai bien compris que l'idée, c'était quand même de sortir d'un espace clos, fermé. J'ai bien entendu que dans 2 verres, il y avait 2, quelque part, verres ailleurs. J'ai lu d'ailleurs quelque part que c'était une suggestion de votre maman parce que c'était un appel au voyage. Donc c'est ça, 2 verres. C'est exactement. Ça, Ok. Après, moi je me suis dit, c'est quoi? Est-ce que Nakash ça faisait trop juif ou non? Alors il y a une autre explication. Je sais qu'il y a une autre explication. Mais c'est vrai que Nathan Nakash, moi Judith Cohen-Solage, je sais ce que c'est. Hein. Donc, là, au moins Nathan Devers, on affiche moins la couleur dès qu'on arrive. C'est quand même, ça laisse un petit peu, comme vous dites, parce que ça a l'air très important pour vous, de ne pas être assigné à une identité avant de pouvoir penser. Donc, ne pas être enfermé aussi dans ce qu'on doit penser, de ce qu'on doit dire, dans ce que les autres attendent. Cette lutte contre la prédestination, tout ça, c'était quand même, c'était très intéressant. Et voilà à peu près. Donc je comprends bien qu'à la fin, puisque Cyrielle, ça a l'air d'être étonné, mais quand même qu'à la fin, vous dites qu'est-ce que vous devriez laisser, le désir de transmettre. Oui, ça, on a bien compris là, je crois. Donc moi, je vous donnerais peut-être d'autres. Je rajouterais un adjectif, je dirais déterminé. Et ça vous irait bien aussi, parce que et naïf et gentil, non, c'est trop lisse. Mais je vois bien qu'il y a un côté un peu comme ça qui se présente lisse. Voilà. Souvent, je donne des personnages auxquels ça me fait penser dans la Bible. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Salomon. Et Salomon, quand il était jeune, le jeune Salomon, qu'est-ce qu'il a eu comme particularité? Un midrash raconte que David, qui était extrêmement, donc son père, qui était très très angoissé, mais surtout très nostalgique, et n'arrivait pas à dormir la nuit, donc il avait fait venir toutes sortes de magiciens, de médecins, tout ça. Personne n'avait rien trouvé. Et c'est le jeune Salomon qui a offert un anneau à David où il était écrit Gamze Yavor. Ça aussi, ça passera.
voilà, parce que vous m'avez inspiré. Et puis sans doute avec cette idée que vous êtes déjà, mais vous allez devenir très sage. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. C'est déjà la fin de cette émission. Nathan Dever, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir et merci pour ce portrait contradictoire. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre livre Penser contre soi-même aux éditions Albin Michel. Merci à l'artiste Erella en concert le 18 janvier à 20h à Rachid d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui. À la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous lundi dès 15h avec Ornella Fleury. À lundi, belle journée à tous sur Radio J.